Sabah al-Khair, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette séance de conversation avec Fawzi Ben Saidi qui s'inscrit dans le cadre de la 20e édition des Festivals internationaux de Marrakech. Depuis La Falaise, le court-métrage le plus primé de la filmographie marocaine, jusqu'à Désert, son dernier long-métrage projeté en séance de gala à l'issue d'un magnifique hommage et vibrant hommage qu'il a reçu avant-hier, il incarne un élan de renouveau et de singularité qui a profondément impacté le cinéma marocain à l'aube de ce siècle. Un parcours sans faute, avec 6 longs métrages, pratiquement tous programmés dans des festivals prestigieux et ayant remporté des récompenses, à l'instar de 1000 mois, qui a remporté le prix de la jeunesse et le prix des premiers regards à Cannes, ou Moravendre, couronné au prix de la Confédération internationale des cinémas d'art et essai à Berlin. Des récits bien ancrés dans la réalité marocaine, mais qu'il ne manque pas de sublimer avec beaucoup de poésie, sans trace d'exotisme, grâce à un geste fort et élégant qui puise dans la tradition des grands genres cinématographiques la place centrale qu'il donne à la question des regards et un admirable sens de mise en scène de l'espace et des cadres, bien entendu. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Fawzi Ben Saidi. Fawzi, merci beaucoup d'avoir accepté de se prêter au jeu de la conversation. Merci à toi, merci au festival. C'est une année particulière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et félicitations surtout pour ce magnifique hommage, c'était très émouvant, surtout après la projection de ce merveilleux film, donc Désert, votre dernier long métrage en date. Merci. Et je te propose de commencer par ce film. Donc, la gestion de l'espace et la mise en place de l'espace, elle est très cruciale pour ce film, beaucoup plus que vos précédents. Donc, j'ai envie de commencer par une question sur le repérage, parce qu'on a besoin de se repérer, même dans une conversation. Oui, exact. Pardon. Donc, comment on repère des espaces pareils, donc ces plaines étendues à perte de vue, ces villages perchés en haut des montagnes, et aussi ces formations rocheuses qui rappellent quelque part la Monument Valley de John Ford. Est-ce qu'on repère et par la suite on écrit en fonction de ce qu'on a trouvé, ou c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence par écrire et on part rechercher dans la nature un petit peu les espaces qui conviennent au scénario? Alors, c'est vrai que j'ai un rapport avec les espaces qui atteint carrément le même rapport que j'ai avec les comédiens. Et d'ailleurs, souvent, je dis aux équipes autour de moi, quand on va faire les repérages, je dis non, on ne va pas faire des repérages, on va faire du casting. On cherche comme des acteurs, comme des personnages. C'est un casting d'espace quelque part. Après, comment l'espace arrive dans le film, c'est vrai que c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des espaces que je garde en mémoire ou que je photographie et que j'ai envie de filmer et ils finissent par trouver une place dans un film. Et dans Désert, c'était important. Un des moteurs était aussi l'espace, c'est vrai. Et j'écris. Et après, je fais un premier repérage très tôt où je suis seul. Et je passe beaucoup de temps, je peux me le permettre parce que ça coûte moins cher, il n'y a pas toute l'équipe. Donc j'y vais tout seul à la rencontre de ces espaces. Et là, c'est vrai que je peux réécrire des séquences en fonction des espaces trouvés, ou inventer des nouvelles. Donc quelque part, il y a pour certains espaces une écriture faite pour eux, comme aussi pour les comédiens, des fois on écrit des personnages. Et il y a la troisième phase qui est les repérages en vue du tournage, c'est-à-dire quand on est dans la phase de ce qu'on appelle la phase de la préparation,
Où là, par exemple, je me dis souvent, surtout sur des espaces extrêmement importants dans le film, il faut aller les voir à des moments différents de la journée, par exemple, pour voir comment la lumière réagit et trouver le bon moment pour que l'espace s'exprime de la même manière et de révéler l'âme de l'espace. Que de la même manière qu'on prépare un acteur pour qu'il soit au meilleur de lui-même, moi je prépare des espaces pour qu'il soit meilleur d'eux-mêmes, et même je dis des fois, même pour un café par exemple, où on va se dire allez on prend un café, non, il n'y a pas un endroit qui n'est pas choisi dans le film, parce que il y a un café qui raconterait mieux la scène qu'un autre, et il faut le trouver. Il y a un autre parti pris très fort dans le film, c'est quand il change de genre carrément, d'une façon complètement inattendue et loufoque aussi, il faut le dire, parce que c'est une comédie sociale et à un certain moment on vire dans un western existentiel avec un ton qui relève un petit peu des contes marocains et de la mythologie même. Est-ce que comment on arrive à prendre des risques comme ça? C'est un risque énorme. Exactement, il faut être un peu fou et ne pas rêver de devenir millionnaire. Il faudra accepter aussi. Oui, c'est vrai que non, c'est-à-dire que je me dis que il faut rester fidèle en fait à une certaine idée, si je peux dire, du cinéma, et à une certaine passion du cinéma et une certaine envie de faire du cinéma, qui était pour moi de ne pas s'ennuyer quelque part, même pour moi. C'est-à-dire que chaque film porte un challenge, porte un risque, porte une nouvelle marche, une nouvelle voie, un nouveau chemin possible, avec justement le risque de peut-être, pourquoi pas, même je ne sais pas comment dire, je préfère rater un film avec une idée derrière et une passion, une envie, que de réussir un qui ne serait qu'un film, un autre film de plus. Et aussi, j'ai ça parce que je ne crois pas à l'expérience, par exemple. Je crois à l'étonnement. Un cinéaste n'acquit pas d'expérience. Et la preuve, c'est que sinon, tous les films que les cinéastes ont fait à 75 ans auraient été meilleurs que les films qu'ils ont fait à 25, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, pour moi, l'expérience ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu'il faut, il faut garder une espèce d'éternel étonnement devant le monde, devant les gens. Ou alors, comment on peut filmer s'il n'y a pas cet étonnement-là? Comment on peut capter la beauté des choses? Il faudrait, si on filme un lever de soleil, il faudrait que ce lever de soleil soit, pour celui qui le filme, le premier au monde. Sinon, ce n'est pas intéressant. D'où cette envie de garder l'étonnement, si je peux dire. Merci beaucoup d'avoir parlé de lever de soleil, parce que ça me tend la perche pour la scène que je trouve extraordinaire, qui est un petit peu le paroxysme de ce moment-là du film, la deuxième partie. C'est quand il filme un petit peu l'évadé avec sa bien-aimée, quand ils partent en voiture comme ça. Et on a l'impression qu'ils sont en ascension vers le soleil levant avec la musique aussi qui submerge la scène avec la lumière. Et à un certain moment, on n'entend même pas ce qu'ils se disent entre eux. Une autre prise de risque énorme. Parlez-nous un petit peu de cette scène-là. Ah oui. Alors cette scène, il y a plusieurs choses. La première, au début, tout début, c'est aussi... Il y avait quelque chose dans ce film. C'est donner des lettres de noblesse à des plans que la grammaire cinématographique considère comme mineurs. Par exemple, ça c'est un plan de couple. Ils quittent le village. Donc, bon, voilà, on va avoir une caméra et on va les suivre. Ils partent, et voilà. Ou d'une autre manière, en tous les cas, c'est une manière de dire qu'ils quittent le village. Comment, pour moi, à un moment donné, se dire comment ce plan est quitté dans les scénarios comme ça, hein. Le scénario, c'est une ligne.
Mais comment on peut, d'un plan comme ça, inventer autre chose, inventer quelque chose d'autre? Et comment ce plan-là devient, dans le film et pas dans le scénario, si je peux dire, le basculement réel de l'histoire. En fait, quand j'ai fait le film, j'étais dès le départ très clair sur le fait qu'il va y avoir ce moment où ça bascule. Donc le premier moment, évidemment, scénaristique, c'est la rencontre avec l'évadé. Mais la rupture formelle, elle est dans ce plan-là. Parce qu'après, la mise en scène aussi prend un virage, le montage prend un virage, l'utilisation de la musique, le travail sur le son, tout part ailleurs, tout en ayant des échos comme ça avec la première partie qui sont, j'espère, en tout cas c'était l'envie, qui sont brodés. C'est pas de la couture, c'est de la broderie. C'est comment les signes reviennent de manière très discrète entre la première et la deuxième partie. Donc voilà, ça c'est le projet de ce film était porteur de beaucoup de choses comme ça. Oui, magnifique. Le film Désert a été présenté à la quinzaine de réalisateurs cette année-là. Donc, et 20 ans exactement avant, vous aviez présenté 1000 mois à un certain regard à Cannes. Donc, on regarde un premier extrait de 1000 mois, s'il vous plaît. Alors, Amina se dirige vers la ville pour vendre sa bague, pour justement subvenir aux besoins de sa famille. Mais lui, il se retrouve à distribuer des billets de 100 dirhams à des mendiants. Donc, ce qui me sidère toujours dans ce plan, c'est comment vous arrivez un petit peu à évacuer cette question de vraisemblance qui n'est pas intéressante. Pour dire des choses essentielles sur les personnages. Donc, le véritable problème d'Amina, ce n'est pas le besoin matériel, en fait. C'est un mal-être beaucoup plus profond qui relève de sa condition de femme, d'un mari d'ethnie politique. Exactement, c'est vrai que ouais, j'aime beaucoup comment sortir de la vraisemblance qui n'est pas intéressante. J'aime beaucoup ce que vous dites là parce que je fais des films qui sont liés au monde dans lequel ils sont faits et qui parlent du monde. Mais je ne pense pas que je fais des... Mon cinéma n'est pas réaliste. Peut-être les films le sont, mais mon cinéma ne l'est pas. Parce que justement, ce n'est pas très intéressant et que le cinéma permet des choses incroyables, de créer toute la complexité. Et c'est vrai que c'est une scène dans 1000 mois où le personnage d'Amina accède carrément à une espèce de statut de sainte, en fait. Parce qu'elle donne ce qu'elle n'a pas. Et ça raconte justement autre chose. Ça raconte le manque, ça raconte le fait qu'elle est le mal-être qu'elle a et qui, à un moment donné, passe par ce moment où elle offre son corps presque tout comme ça aux autres. Et en même temps, alors ça fait longtemps que je n'ai pas vu, moi-même je me suis dit aussi quelque chose qui en fait aussi, c'est-à-dire le film, voilà, il est dans la complexité de dire aussi, c'est-à-dire voilà, les mendiants sont pas forcément gentils, si je peux dire. Donc je sais pas comment dire, c'est-à-dire que la vie, elle n'est pas noire et blanche. C'est toujours, il y a une complexité, toujours. Absolument. Et ça relève d'un travail de mise en scène extraordinaire, aussi bien sur le plan de la distance prise avec ce qu'on filme et la mise en scène de l'espace sur 2 plans. C'est très important. Donc, sinon, on aurait perçu autre chose. Donc, j'aime beaucoup ce qu'avait écrit ici Mohamed Bakrim dans son texte sur vous dans le catalogue, c'est qu'on privilégie les personnages à l'histoire. Exactement. C'est vrai que le plus important, c'est si le film fait le portrait de Amina, c'est beaucoup plus intéressant. Si on s'approche plus d'elle, à la limite, l'histoire n'est qu'un prétexte pour faire un film. Après, il faut la travailler, bien sûr, mais quand même, je veux dire, ce n'est pas là.
Et c'est quelque chose, oui, alors que alors ça fait 20 ans, hein, c'est vrai que ça fait 20 ans, que j'ai pris du temps à aller. Je pense que dans le désert, je pousse plus loin, où on lâche les histoires. Et d'ailleurs, même il y a une espèce de mise en abîme, on ne va pas revenir à désert, mais il y a une mise en abîme sur qu'est-ce que c'est qu'une histoire finalement, qui invente, est-ce que le cinéaste c'est lui qui invente l'histoire, etc. Ouais, donc voilà. Et, en parlant des personnages, vous arrivez toujours à créer des personnages comme ça, contrastés, intéressants et tout en relief. Et c'est notamment en travaillant sur la notion d'archétype. Il y a beaucoup d'archétypes comme ça dans les films. Donc dans Mille Lois, il y a donc le représentant de l'autorité, le qaïd, il y a le résistant, il y a le technicien Abdelhadi, il y a aussi l'instituteur poète. Donc dans Mort à vendre, il y a le romantique Malek, Allal, le réaliste plutôt, et Soufiane qui est vacillant entre tout. Et c'est pour ça qu'il tombe dans l'idéologie. Et même dans le désert, donc, il y a deux personnages, le Mehdi qui est intransigeant et Hamid qui est un petit peu conciliant. Il n'arrive même pas à dire non. Moi j'aime bien ça, je sais d'où ça me vient. Ça me vient sûrement d'un certain cinéma aussi, comme le cinéma de Fellini, etc. Et ça me vient aussi de mon quartier, où j'ai comme ça le souvenir. Les gens se plaisaient finalement eux-mêmes dans une image, dans un archétype. L'ivrogne du quartier, par exemple. J'ai eu toujours l'impression qu'à un moment donné, ces personnages-là jouent avec leur image et la poussent. Donc, du coup, à un moment donné, ça je l'ai compris après, je me suis dit, oui, c'est vrai que quelque chose, il y a même, je dirais même, il y a de la caricature que j'essaie d'humaniser. C'est une caricature humanisée dans les films. C'est-à-dire, du coup, quand je dis humanisé, ça veut dire que du coup, le personnage part comme ça de l'archétype pour devenir beaucoup plus complexe. Mais j'aime beaucoup se réjouir avec ça. En tous les cas, il y a quelque chose où c'est toujours intéressant pour moi, en tout cas c'est toujours ça, c'est un esprit de jeu, de joueur, c'est de donner au début quelque chose que les spectateurs connaissent et après les emmener ailleurs avec ce qu'ils connaissent déjà en fait. Comme le travail aussi sur le genre, par exemple. Il y a même avec les personnages, donc on croirait que les personnages sont figés comme ça. Mais j'aime bien quand ces personnages craquent et révèlent des humanités inattendues, etc. Pour rester dans le désert d'ailleurs, comme le personnage de Mehdi, par exemple, on croirait très fort, etc. Et qu'à un moment donné, il craque, par exemple. Il y a aussi cette trame tragique qui caractérise vos personnages. Donc, ils sont comme obnubilés par la vie, ils ne voient pas le péril alors qu'il est devant eux. Donc, comme victime d'une force qu'on ne voit pas, qui le pousse vers l'abîme comme ça. D'où vient ça, ce côté tragique? Oui, alors ça, c'est voilà. Là, on rentre au cœur de ce qui m'a fait, je pense. C'est-à-dire que il y a ce côté, je veux dire, voilà, qui vient de ce qu'on vient de dire, d'une certaine certain cinéma, une certaine littérature, de la vie de tous les jours. Et il y a cette dimension aussi tragique qui est très 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 présente, ça c'est vrai, hein, je n'arrête pas de vivre avec ça et de faire des films avec ça. Est-ce que ça vient de ma rencontre avec Shakespeare? Je pense que oui, qu'il y avait quelque chose. Et du coup, ça m'a connecté avec certains cinéastes, par exemple, comme Kurosawa ou comme Wells. Où il y avait cet amour que j'avais pour cet auteur et que je trouvais dans une espèce de cinéma shakespearien, si je peux dire. Il y a cette idée de ce souffle tragique que j'aime beaucoup et ce souffle de comédie aussi que j'aime beaucoup. Et je vacille entre les deux et je mélange les deux.
Et je ne sais pas, j'ai l'impression que ce qui est fou, c'est que c'est naturel. Je ne le force pas. Faire coexister ces deux genres dans un même film, mais comme ça, très naturel. J'aime bien. J'aime bien quand des personnages qu'on n'imagine pas pouvoir accéder à ce statut d'héros tragique accèdent. C'est une manière aussi de donner une espèce de noblesse, je dirais presque, à des personnages que la vie ou que ce qu'ils vivent ne permettent pas d'imaginer qu'eux, mais toute personne est capable de grands sentiments, de grandes émotions, de grandes décisions, de grands destins, et le côté tragique vient souvent de ça. Ça, c'est très beau aussi. C'est-à-dire les gens provoquent eux-mêmes, ils vont vers leur tragédie, la provoquent quelque part. C'est très beau ça chez l'humain. Ça me touche beaucoup, cette idée que les gens voient mais ne veulent pas voir, par exemple. Ça, je trouve ça troublant, touchant, émouvant. C'est-à-dire que comment les gens sont sûrs qu'une histoire d'amour va les détruire, par exemple. Et ils vont au bout, ils la vivent. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Peut-être le plus signifiant pour cet aspect, c'est la réplique de Kenza dans 3W. Quand il dit à Kamel, le jour où je te dirai je t'aime, serait le jour de ton péril, je crois. Oui, voilà, exactement, le jour de ta mort. Exactement. C'est magnifique. Ouais. Il y a un autre aspect récurrent dans vos films, c'est l'esthétique des objets. Donc, en partant de 1000 mois, donc la chaise pour figurer l'autorité, les portables pour illustrer un petit peu la mondialisation et cette magnifique contraction de l'espace-temps qui se trouve mise en abîme dans l'approche du film, justement. Les bouteilles de Coca-Cola dans Moravand, dans Cachet, le vin, tout ce qu'il dit sur la société et l'hypocrisie, et surtout dans Désert. Moi, comment vous arrivez à bannir cette valeur d'échange qu'a l'argent jusqu'à plan final où vraiment ils ne valent rien, carrément. Pour moi, ce que tend donc l'évadé à Mehdi et Hamid, c'est pas de l'argent, c'est pas des liasses d'argent, c'est le sang de vie, fait d'humilité, de sacrifice et beaucoup d'amour aussi. Oui, c'est vrai. Alors, il y a deux niveaux. Le premier, c'est cette histoire d'objets. Alors, je vais emmener les objets aussi à ce que j'ai dit un peu sur l'espace. C'est-à-dire que aussi faire que les objets deviennent personnages, il leur arrive des choses, etc., à travers le film, comme si en même temps nous racontons l'histoire. Les jumelles dans 1000 mois, par exemple, et qui partent d'un personnage qui circule, qui finissent chez Mehdi à la fin. Ça, j'aime bien faire ça, qui est des choses qui ne se voient pas à la limite d'une première vision du film. C'est des choses comme ça qui sont en arrière-plan. Et aussi presque une espèce de croyance que même les objets ont une vie. Ils sont vivants, que les objets sont vivants. J'ai longtemps cru à ça, si je peux dire. Et d'où cette idée de les filmer avec attention et de les faire exister. Et par contre, oui, c'est vrai, j'aime beaucoup ce que vous dites sur comment à la fin du film Désert, l'histoire de l'argent revient dans une autre dimension. Donc j'avais parlé de ces échos entre la première et la deuxième, et que finalement la deuxième partie, alors parlons comme ça pour faire simple, la deuxième partie n'est-elle pas la même histoire racontée différemment dans Désert? Peut-être aussi il y a ça. En tout cas, moi je travaille avec cette piste de dire mais finalement les mêmes enjeux existent, sauf que dans la deuxième partie ce sont des enjeux où le conte arabe arrive, où on est carrément dans quelque chose de mille et une nuits. Et d'ailleurs je vais profiter pour faire une espèce de bifurcation, je ne fais que bifurquer en tout cas moi, pour parler du Désert, mais il y a quelque chose comme ça par exemple où c'est très étrange comment nous sommes restés nous longtemps prisonnier du récit classique ou du récit occidental, si je peux dire. C'est-à-dire que normalement,
cet essai dans le désert du récit labyrinthique est quelque chose qui doit être naturel chez nous, parce que nous ne venons de ça, en fait. Nous ne venons pas voilà, nous ne venons pas des 3 actes, nous ne venons pas d'Aristote, nous venons d'autres choses. Et peut-être c'est un film où je reconnecte avec quelque chose. D'un seul coup, je me dis, mais ça m'appartient, cette modernité, elle m'appartient. Il faudrait que nous, on se réapproprie quelque chose qui nous appartient et à laquelle peut-être on est passé à côté. Donc, je ne sais pas, j'ouvre quelque chose dans le désert avec ça. C'est très intéressant, merci beaucoup Fawzi. Donc on a évoqué 2 fois 3W et il est temps de regarder un extrait de ce magnifique film que vous avez réalisé en 2006. Un extrait de 3W, What a Wonderful World. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, nous étions fous de faire cette séquence, franchement. Oh, putain. Maintenant, ce qui m'est revenu, pardon, mais ce qui m'est revenu, moi, alors je remercie 15 ans, je ne sais pas combien, 2006 ou plus, mes assistants et mes techniciens et tous les gens qui ont travaillé, et les acteurs, parce que m'est revenu, m'est revenu tout le background quand on a tourné dans le plus grand rond-point de Casablanca qui s'appelle Spachouant, la Rotonde, voilà, exactement. La Rotonde, oui, le rond-point La Rotonde. Pardon. Non, c'est effectivement émouvant parce que cette scène elle est intéressante à plusieurs titres. Déjà, elle enregistre l'espace, c'est la fonction première du cinéma, parce que ce rond-point-là n'est plus ce qu'il était. Donc maintenant, avec la première ligne du tramway, il est complètement différent. Donc voilà une fonction extraordinaire du cinéma. On a comment ça a été le rond-point de la Rotonde en 2006 environ. Et en plus de ça, il est intéressant par son making-of. Donc, comment justement vider un rond-point en plein centre de Casablanca pour faire une chorégraphie qui relève plus de la tauromachie. La grâce de Nzarahil, il est extraordinaire dans ce passage. C'est vrai que... Non, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit on étions un peu fous, et heureusement, quelque part, mais parce que c'est vrai que on a coupé, en fait, on a coupé la circulation à Casablanca. J'ai le souvenir aussi d'une espèce de... tous les klaxons des gens parce qu'on a coupé les routes, donc les gens ne pouvaient pas passer, etc. Et je me souviens qu'on m'a dit que circulait une rumeur en disant c'est un film américain qui se tourne. Et circulait des rumeurs comme ça sur cette... le fait qu'on a coupé, on a eu, il faut aussi le reconnaître, beaucoup de collaboration avec les autorités de la ville. Ça, vraiment, je me souviens, on avait arrivé avec une maquette pour montrer ce qu'on va faire. Et ça, par contre, c'est une séquence qui est préparée au millimètre près. Parce qu'il répétait, et il fallait arriver pour les journées de répétition avec tous les chauffeurs, etc. C'est une chorégraphie des voitures et des motos, etc. Et juste par anecdote, le premier jour de tournage, on allait tourner avec les bus et les petites Honda, là. Et donc on a fait la première répétition, heureusement sans Nza, parce que la première répétition, le bus est rentré dans le truc, il a déchiqueté et on s'est dit, oh là là, mais quelle catastrophe, où est-ce qu'on va, quoi, où est-ce qu'on va, heureusement qu'on ne l'a pas emmené, parce qu'on aurait pu. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où, c'est vrai, comme si le cinéma change le monde, quoi. Et comme l'amour change le monde, comme si la capacité d'aimer est une capacité magique et que et puis il y a cette envie de chorégraphie aussi que j'aime beaucoup faire. Même le plan où lui marche, il fallait que les mouvements, d'un seul coup, elle arrête les voitures pour qu'il passe pour lui. Donc c'était très, voilà, c'était quelque chose de très. C'est un plaisir
pur du cinéma dedans. Il n'y a que ça, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est aussi une scène importante sur le plan narratif et esthétique dans 3W, parce qu'il faut rappeler que les deux personnages se sont déjà croisés, ils se sont même touchés dans la scène du bus, mais ils ne se sont jamais regardés mutuellement. Ce qui est beau dans cette scène, c'est qu'ils se regardent, mais ils ne sont jamais sur le même plan. Donc vous faites ça 100%, là, purement grâce au montage, donc un autre moyen de cinéma. Oui, c'est vrai, exactement, exactement. Non, c'est vrai que c'était aussi ce que j'aime beaucoup faire aussi dans les films, c'est comment raconter par les moyens du cinéma. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils vont être tout le temps comme ça. Chacun est dans une bulle en fait. Ils n'arrêtent pas de se croiser sans se reconnaître. Et ce qui est encore une fois dans cette histoire, le cinéma est dans tous les détails des détails, c'est-à-dire le film présente Kamel comme une voix et présente Kenza comme une image. Et là, le jour où ils se rencontrent, c'est le cinéma, c'est l'image et le son quelque part. Et la seule fois où ils se rencontrent réellement, la seule fois où ils sont dans le même plan, c'est à la fin quand ils vont en fait mourir tous les deux. Encore une fois, le retour du tragique. Oui, absolument. Donc, parlons un peu de l'approche de genre cinématographique qui est un autre motif de votre cinéma avec la cinéphilie proprement dite. Que permet l'emploi des genres cinématographiques? Alors, ce qui permet d'excellent pour moi, c'est deux choses. La première, c'est que inviter le public dans une terre connue et l'emmener dans une terre inconnue. C'est-à-dire, quand je le fais ça, par exemple sur Mort à vendre, c'est vrai, on commence avec tous les codes, si je peux dire, de la femme fatale, etc., du film noir, du dernier coup qu'on fait avant de prendre sa retraite, etc. Donc, et après, emmener le film ailleurs, sur d'autres terrains. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour moi, en tant que metteur en scène, j'aime bien revisiter les séquences clés, revisiter la forme de mise en scène dans ces films. Par exemple, quand arrive la scène du vol de la bijouterie, le vol de la bijouterie, par exemple, il existe dans beaucoup de films, c'est un classique. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, je vais raconter ça. J'ai écrit dès le scénario qu'elle est regardée de l'extérieur. Parce que j'ai regardé et il y avait toujours dans le vol de la bijouterie, on est à l'intérieur évidemment. Et je me suis dit, mais je vais la filmer tout de l'extérieur. Dans le scénario, j'avais écrit ça, et c'est vrai, le scénario était souvent, c'était une remarque qui revenait en disant au producteur, non mais c'est pas possible qu'on rentre pas dans la bijouterie, etc. Au point que le producteur m'avait dit, écris-leur cette scène de la bijouterie à l'intérieur, après filme-la comme tu veux. Mais personne, tout le monde dit, mais c'est pas possible, on passe toute une partie du film à dire, on va à l'attaque de la bijouterie, il n'y a pas d'attaque de la bijouterie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le hors-champ. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas montrer. On croit que le cinéma... Oui, le problème du cinéma, c'est que c'est un instrument qui montre quand on ne sait pas l'utiliser. Parce que c'est une espèce je sais pas comment dire, d'utilisation très directe et très première qui permet de voir, mais qui ne permet pas de regarder. Le cinéma, c'est regarder les choses. Dans le regard, il y a une notion du temps, il y a de la lenteur. Dans voir, il y a la vitesse. Il y a ta vue. C'est pas par hasard que le V de voir et de vitesse, d'ailleurs. Et de vidéo, allez, pour dire tout le mal que je pense. Non, pour revenir donc au genre, et donc du coup... il y a ça, et il y a quelque chose, je vais en parler, qui nous ramène à l'histoire de comment construire aussi les plans. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'attaque de la bijouterie, la place est traitée au niveau de la mise en scène d'une manière extrêmement précise, et que pour moi,
J'utilise le cinéma comme un instrument musical, du coup, j'aime beaucoup faire ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a une première séquence, parce qu'il prépare, il y a une première séquence où la caméra fait 180 degrés, dans ce sens. On passe de la bijouterie au café. Et puis, deuxième séquence, où la caméra fait 180 degrés, dans ce sens. Et la troisième, qui est l'attaque, c'est là où la caméra fait le 360. Et donc, si on voit le film, ça, c'est des choses que la mise en scène construit et que je pense, moi, on peut ne pas en parler comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on décortique. Mais même si on n'est pas cinéphile et qu'on ne voit pas ça, j'ai une croyance que le spectateur, de manière inconsciente, le reçoit. Il fait quand même le lien. Et c'est pas, et donc voilà, c'était cette envie-là d'utiliser le genre pour aller ailleurs. C'est magnifique, ça définit très bien votre cinéma. Donner à sentir quelque part au lieu de montrer. Exactement, ouais. Exactement. Il y a aussi une propension à faire pervertir un genre par un autre. Comme vous dites tout à l'heure, donc le film noir qui vient contaminer un petit le film de Casse dans Mort à vendre, et même dans Désert, comme on en a parlé tout à l'heure. Et même dans 3W, il y a le film, la comédie romantique qui est contaminée un petit peu par le film de tueur à gages. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui permet ça aussi de faire comme deux particules qu'on fait rencontrer pour ressortir quelque chose d'autre, de différent? Oui, totalement. Je dis souvent, moi, il y a les cinéastes, il y en a deux. Il y en a qui sont au laboratoire et il y en a qui sont dans l'industrie. En fait, et moi, je fais partie de ceux qui sont au laboratoire. Donc, j'essaye des choses qui peuvent... Des fois, je dis... Ce qui servent peut-être à d'autres films, je ne sais pas comment dire. Ça, c'est quelque chose... J'ai l'impression, comme ça, d'être dans un laboratoire, j'essaye des choses. C'est pas simple parce que bon voilà, mais bon, j'ai l'impression de faire partie de. Et c'est vrai que dans W, c'est une espèce d'artifice de genre j'aime beaucoup l'idée de dire que se contaminent, s'entrechoquent, etc. Et où on passe, oui, vraiment, le film policier aussi, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Comme je disais tout à l'heure, et tenir les équilibres avec ça, voilà, c'est ce que me donne aussi l'envie de se réveiller le matin et d'aller sur le plateau. C'est que je sais que j'essaye quelque chose dans le film que je suis en train de faire. Et sans ça, j'ai pas l'envie, j'ai pas la passion d'y aller. Donc, on vient d'évoquer Mort à vendre et il est temps de regarder un extrait de ce film que vous avez réalisé en 2011. C'est votre troisième long métrage. Un extrait de Mort à vendre. C'est une scène aussi cruciale dans le film, parce que justement en parlant de tragédie, c'est cette scène-là qui nous permet de comprendre pourquoi Malek a ce regard presque idyllique sur Dunia, alors ses amis n'arrêtent pas de le mettre en garde. Et les signes même de l'infidélité de Dunia, ils sont manifestes. Donc c'est cette scène-là qui nous permet de comprendre pourquoi en fait il est omnibulé par l'amour. Et c'est parce que vous accédez avec cette scène au statut de sublime. Vous sublimez le réel d'une façon incroyable avec ces rubans de VHS et même la grâce qui vient auréoler comme ça le goulot de cette bouteille de Coca-Cola par la lumière du soleil. C'est incroyable. Comment on filme des scènes comme ça? Il faut être un grand romantique d'abord, je pense, parce que vraiment, Non, je me rends compte aussi, même en la revoyant, en disant... Je prends le temps, on reste avec eux. Ce que souvent au cinéma on ne se le permet pas. Vraiment la scène elle dure et je suis très content qu'elle dure, qu'on reste avec eux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça aussi, c'est-à-dire que de quelque chose qui n'est pas prévu d'être dans le sublime, arrive le sublime. C'est-à-dire qu'en bas, il y a des détritus, c'est des dépotoirs.
il y a des enfants qui jouent avec des VHS. Donc, il y a ces rubans qui volent, qui font que cette séquence se reconnecte au cinéma finalement. C'est drôle, je disais tout à l'heure, le cinéma il est dans tous les interstices. C'est-à-dire que, là je me souviens, j'ai mis des pochettes sur grand écran, on le voit, j'ai mis des pochettes vidéo de mes films fétiches. Et du coup, je reconnecte l'histoire de Dounia et de Malik avec l'histoire du cinéma et des couples et de l'amour et tout ce que le cinéma a raconté. Donc ils sont entourés de rubans où il y a peut-être, je ne sais pas, Humphrey Bogart, Fatin Hamama, il y a tous ces couples de cinéma. Donc, et comment, oui, à travers alors encore une fois, voilà, ne pas être réaliste, ce n'est pas intéressant, mais permettre que le sublime arrive à des moments où on ne l'attend pas. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi, à partir du moment où ils sont entourés de rubans de cinéma, et le cinéma nous a habitués à ce que les histoires d'amour finissent mal en général. Donc, c'est vrai ce que vous disiez, il y a quelque chose, on dit, ça va pas aller, quoi. Il y a quelque chose déjà de foutu dans cette histoire entre eux, en fait. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et lui, c'est le personnage tragique, énorme. Il va à sa perte. Il le sait, il va à sa perte, il le sait. Et les signes ne vont pas s'arrêter de lui être donnés, il ira à sa perte jusqu'au bout. Il y a aussi la musique qui joue un rôle important dans cette scène. Je crois que c'est Richard Horowitz qui a fait la musique. Là, il a fait la musique sur le film, mais là, par contre, c'est un groupe canadien qui s'appelle Godspeed You Black Emperor. Magnifique musique. Que j'ai utilisé, qui sont utilisés dans Désert, d'ailleurs, dans la séquence dont on a parlé de la voiture, c'est eux, c'est les mêmes. Tout se reconnecte. Ah oui, exactement. Donc, justement, le travail sur la musique, comment vous procédez en général? Est-ce que ça commence avant le tournage, donc la période de l'écriture, ou ce n'est qu'après le tournage que vous commencez à travailler avec les compositeurs? Il y a des musiques qui existent, qui m'accompagnent dès l'écriture. C'est des musiques donc qui finissent dans le film souvent et qui du coup peut-être, je me suis dit plus tard, pas au début, qu'il y a des séquences qui s'imbriquent du coup bien avec la musique parce qu'ils sont presque écrites avant, écrites avant avec la musique. Il y a des musiques qui arrivent après le tournage et il y a de temps en temps où j'ai essayé aussi que des compositeurs composent. Des airs, il n'y a pas de composition, par exemple. Il n'y a que des musiques choisies. De mort à vendre, oui, Richard Horowitz avait travaillé sur la musique du film. Mais ce thème important, d'ailleurs, qui commence là et qui va revenir dans le film jusqu'à la séquence finale, c'est ce groupe canadien. Voilà. Venons-en à la direction d'acteurs. C'est un volet important de votre travail, étant donné votre fibre théâtrale surtout. Donc vous travaillez toujours avec une troupe d'acteurs qui vous accompagne depuis le début. Zahra Hil, bien sûr, c'est Mohamed Choubi. Plus tard, il y a Fahd Ben Chemsi, donc, Nadia Kounda et Jean Louis. Donc, qu'est-ce qui permet cette notion de travailler avec des acteurs toujours dans des rôles différents? C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu comme ça. Je dis souvent que je ne fais pas un cinéma qui est proche du cinéma de Cassavetes, mais le fonctionnement, finalement, on est dans un fonctionnement un peu pareil, où je me suis rendu compte que je suis entouré d'une troupe d'acteurs où il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup d'amour qui nous lie, d'amitié. C'est devenu comme une famille en fait. Et j'aime beaucoup l'idée d'écrire pour eux. J'ai un amour d'abord premier très 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 fort pour les comédiens parce que je considère que c'est eux qui se mettent le plus en danger parce que c'est eux qui sont devant la caméra.
et la caméra filme l'âme. Il faudrait qu'un acteur fasse confiance à son réalisateur et lui permet de lui voler son âme quelque part. D'ailleurs, cette phrase qui s'est dite beaucoup quand la photographie a été inventée, il y avait beaucoup de gens qui refusaient d'être photographiés parce qu'ils disaient l'appareil photo vole l'âme. Ils n'avaient pas tort. C'est très juste, ça. Même Orson Welles, qui nous dit dans son dernier film qui a été monté, il dit que dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, il y a des gens qui ont dit non, ne nous photographie pas parce que vous allez nous voler notre âme. Oui, et ils avaient raison, je trouve, ils avaient vraiment raison. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où il faudrait une espèce de contrat de confiance où les comédiens offrent leur âme, leur corps, leurs blessures, leur intimité. Il y a des choses que la caméra vole dans le bon sens, je veux dire, c'est capte et que les comédiens donnent. Donc j'ai cet amour fort pour les comédiens. Après, ma manière maintenant de travailler, c'est d'être avec ce groupe et on a eu aussi des occasions comme ça de se retrouver hors cadre de tournage, de travailler ensemble et de développer des choses. Et dans la vie de chaque jour, c'est important de se connaître de plus en plus, et dans le travail lui-même. Vous jouez aussi dans vos propres films. Donc, à part ce dernier personnage que j'aime beaucoup, d'épicier, il est à part. Et pour moi, la séquence où il est dépossédé de tout, et il sort, qui évoque d'ailleurs Nathan dans La prisonnière du désert, comme ça sortir du cadre avec une magnifique scène. À part ce personnage, j'ai remarqué que vous vous donnez un rôle un petit peu, non pas de méchant, mais mauvais rôle, comme ça, mauvais à entre crochets, et quelque part un angle mort, c'est-à-dire, par exemple, le commissaire de Bèze, qu'il est alcoolique, qu'il est complètement corrompu, et en même temps, on ne sait pas qui est derrière lui, qui le commande, c'est quoi ses motivations. Kamel, dans Les Jours d'été aussi, il fait un double jeu, il est à la fois pour la vente et à la fois contre. Quoi encore? Il y a même aussi le personnage que vous jouez dans 1000 mois, Samir. On ne sait pas ses motivations. Pourquoi il vient à la maison familiale? Pourquoi il a retourné sa veste? Est-ce que c'est voulu, c'est délibéré de s'octroyer des rôles de la sorte? Ce qui est délibéré, c'est ce que vous avez dit sur le mauvais. Ça, c'est oui, ça j'aime beaucoup faire les méchants. Je crois que je ne le suis pas, donc c'est une thérapie que de faire les méchants. Non, c'est vrai que les méchants sont plus intéressants dans le cinéma et dans le théâtre. C'est toujours les personnages les plus complexes. Et donc c'est vrai que ça m'intéresse. Et ça m'intéresse. Ce que j'aime, hein, comme ça, j'aime beaucoup aussi quand le jeu passe de manière générale moins par les dialogues. Donc souvent aussi, je suis dans des personnages de taiseux, si je peux dire comme ça. Ça, j'aime bien. Mais en tous les cas, quand je vois même les extraits, il n'y a pas autant de dialogues que ça, en tout cas de manière générale. Et encore une fois, dans le désert, on a poussé loin. Toute la deuxième partie est quasi muette. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi, quand je joue dans mes films, il y a quelque chose où c'est donner son corps à son film. Il y a quelque chose où je pense des fois, moi, que en fait, l'invention du metteur en scène est récente. C'est une invention du XXe siècle. Avant, c'était des chefs, ce qu'on appelait des chefs de troupe, qui étaient des acteurs. Et donc il y avait quelqu'un qui dirige, mais c'était je sais pas comment dire. Donc moi, quand je le fais, j'appartiens à la troupe. Je fais partie de la troupe. Et ça donne aussi une autre connexion avec les acteurs. Parce qu'on partage des choses en jouant ensemble. Et du coup, se crée, je crois, qu'une complicité que je n'ai pas aussi fait de manière exprès, mais que j'ai compris après. Qu'on est ensemble, que je suis avec eux, qu'on travaille à l'ancienne, qu'on travaille comme travaillent les musiciens aussi. Il y a toujours quelqu'un qui dirige à l'intérieur d'un groupe de musique. Donc ça crée beaucoup de complicité, ça m'aide beaucoup, si on peut dire, dans la direction d'acteurs aussi. Vous avez aussi joué pour d'autres réalisateurs, donc
parle de Mektoub, de Nabil Ayouch, Le Cheval de Vent, Daoud Oulad Syed, et même des films internationaux comme Dipan de Jacques Audiard, Loin d'André Tichiné. Qu'est-ce qu'a apporté donc, cet aspect-là à votre sensibilité de metteur en scène, surtout de se frotter à des noms aussi talentueux? C'est intéressant aussi de voir les autres travailler d'une position de privilégié, par exemple. Ça, c'est vraiment très intéressant d'être là et de regarder travailler. Mais c'est le seul moment où je ramène le metteur en scène en moi, c'est l'observation un peu. Ça, oui, mais je m'interdis, c'est-à-dire quand je suis acteur, je suis totalement acteur, parce que en plus, ça me plaît bien ce que disait Mastroianni, qui disait oui, mais être acteur, les gens viennent le matin, vous voulez boire quoi, venez, etc. On vous ramène chez la maquilleuse, etc. On vous maquille, etc. On vous habille. Moi quand je réalise, je sais le nombre de responsabilités qu'on a. C'est vrai que je dis que quand je joue dans les films des autres, c'est encore un plaisir multiple parce que je n'ai que cette responsabilité-là, je n'ai pas l'autre. Donc je suis dans une légèreté qui me plaît bien. Pour ça me plaît bien de temps en temps de jouer aussi dans les films des autres. Ça me plaît bien. D'accord. Donc on arrive à vous, les Bulis, votre 4e long métrage réalisé en 2017. On en regarde un extrait. Question directe, pourquoi un plan séquence à ce moment-là de l'histoire du film? Oui, c'est vrai que c'est une nuit importante. Se passera quelque chose de très fort et on arrive dans cette fête. Et c'est vrai que je me pose la question, je me dis, bon, bah voilà, encore une fois, le cinéma, je veux dire, classiquement, de manière comme ça, un peu paresseuse, disons, des séquences comme ça, bon ben voilà, on va filmer l'entrée, on coupe, on fait un plan large, on a la fête, on la situe, après quelques plans sur des invités, clac, 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 et voilà, on introduit, on rentre. Mais comment introduire quelque chose de troublant dès le départ? Dès le départ, dire qu'il y a quelque chose qui va se passer qui n'est pas si simple que ça. Et puis j'ai eu cette idée de faire cette espèce de long plan séquence qui balaye toute la fête d'un seul coup, qui fait introduire des personnages qui vont compter. Et puis évidemment le plaisir, encore une fois, de chorégraphier les corps et le mouvement de caméra dans cet espace. Et de pouvoir, du coup, par ça, créer une espèce de tension souterraine, que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, que je pense que le spectateur, qui lui est habitué au découpage normal, sent qu'il y a quelque chose quand même qui arrive, qui n'est pas de l'ordre du long. Et je voudrais juste très vite, quand même, parce que là, il y a cette séquence-là, et la séquence qu'on avait au rond-point, je voudrais quand même saluer de loin mon premier assistant, Samuel Girardin, parce que ça, c'est des séquences où les assistants font un boulot de malade. Ça, par exemple, il a réussi à l'intérieur d'un film où on n'avait pas beaucoup d'argent, Volubilis, il a réussi quand même à faire un plan de travail où j'ai eu... Ça, c'est un plan, on l'a répété une nuit, ce n'était que de la répétition et de l'installation de la lumière, et on l'a tourné le lendemain. Et donc, c'est 2 jours pour un plan. Et ça, il faut se le permettre, et c'est tout... Là, le chef Machino est important, par exemple, très important, Simo Lwardi. Encore une fois, les acteurs et mon équipe technique, voilà. Et vous l'avez obtenu en combien de prises, si vous vous rappelez? Je crois qu'on avait fait 7 prises. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, mais je me souviens, parce que c'était important, je me souviens. Ouais. Et généralement, d'habitude, vous faites beaucoup de prises et aussi en fonction des scènes, et aussi la question des répétitions. Est-ce que c'est des choses que vous faites d'une manière naturelle ou ça dépend des films et de leur genre?
Oui, exactement. Ça dépend des films, ça dépend des séquences à tourner. Et donc, mais je ne fais jamais des répétitions de séquences entières. En fait, ce que j'aime bien, c'est de travailler avec les acteurs sur les à côté un peu des films. C'est de faire des scènes qui ne sont pas peut-être dans le scénario, de les préparer à leurs personnages et après de leur faire confiance. En fait, je trouve, moi, que la direction d'acteur ne se passe pas se passe un peu sur le plateau, mais se passe beaucoup en dehors. Donc sur cette histoire ouais, voilà, de la répétition, il y avait une question avant, je crois, par la répétition, ou c'était ça. Oui, exactement. Sur le nombre de prises, non, sincèrement, je ne tourne pas beaucoup. Je ne tourne pas beaucoup. Je suis resté fidèle à ce que je trouve que ce que la pellicule permettait. À la pellicule, justement, on ne pouvait pas tourner. Là, aujourd'hui, moi, je trouve aberrant que les gens arrivent avec 400 heures de rush pour un film. Enfin, mais arrêtons le délire, je veux dire. C'est ce truc-là avec le numérique. Hein. Il est où le réalisateur, du coup? Alors voilà, on tourne tout le temps, la caméra tourne tout le temps, et après, ça arrive à la salle de montage, et les monteurs trouvent un film à l'intérieur. Pourquoi pas, mais je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Et donc, du coup, j'aime beaucoup le côté, la sacralité du moment où on dit action, où quelque chose se passe, où c'est sacré ce moment-là. C'est faux de dire que le numérique emmène de la spontanéité, etc. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Et je trouve qu'il y a aussi il y a du travail aussi. C'est bien aussi de travailler comme ça, avec cette idée que ce n'est pas open bar pour les prises. Jour d'été, votre 5e long métrage est assez particulier, aussi bien par sa genèse que par sa forme ou sa narration. Donc il est adapté de la pièce de théâtre, La Cerisée, d'Anton Tchekhov. Quelle était un petit peu sa genèse et pourquoi le choix de cette pièce-là en particulier? Alors, il y a deux choses. La première, c'est l'envie. Alors voilà, on a parlé de Shakespeare, mais il faut dire que Tchekhov, c'est l'autre versant. En fait, c'est les deux auteurs qui m'ont beaucoup nourri. C'est des auteurs auxquels je suis très lié, comme ça. Donc j'avais envie un jour de travailler ou sur Shakespeare ou sur Tchekhov et d'emmener ça au cinéma. Donc c'était là. Et même, ou au théâtre aussi, d'ailleurs. Il y a cette envie de mettre en scène ces deux auteurs. Et pour faire très vite, c'est une invitation qui m'a été faite par le directeur de l'ESSAV, Vincent Melili, pour faire une classe, une leçon, un atelier de direction d'acteur. Et je lui avais dit ma conviction profonde qui est de dire, moi je dis ce que j'ai appris sur la direction d'acteur, j'ai appris au théâtre, parce qu'au théâtre on a le temps. Et que vos élèves n'apprendront jamais rien en étant stagiaire sur un tournage. Quel est le réalisateur qui va permettre à un stagiaire d'être à côté de lui et écouter comment il travaille avec ses comédiens? C'est impossible. Je veux dire, même là, la partie de l'équipe n'est pas là. C'est un moment entre le réalisateur et ses acteurs. Mais j'ai dit, si je viens et je travaille sur un texte théâtral et on ramène des bons comédiens, parce que quand on veut apprendre à conduire, il faut apprendre à conduire dans une bonne voiture. Il faut une voiture qui répond pour qu'on apprenne. Et donc, Vincent a accepté cette idée et même a beaucoup aimé et donc a permis, parce que ce n'était pas simple. Du coup, je n'étais pas le seul qui vient, mais je viens avec mes acteurs. C'est là où aussi quelque chose autour de cette troupe s'est renforcé. Et donc, moi je travaillais comme ça, comme au théâtre en fait, de manière très, très ouverte. Donc on a travaillé sur Shakespeare une première année et on a travaillé sur La Cerisée de Tchekhov une autre année. Et se passait quelque chose, je me disais, mais si on me donne un peu d'argent, je peux filmer. Et c'est là où le film, il est cinématographique, il n'est pas théâtral, par exemple. Et ça, il y a un malentendu. Ouais, en effet, comme tous les grands créateurs, vous ramenez la pièce à vous autant que vous vous en servez pour votre scénario. Donc,
Et quand je lisais les commentaires qui nous disaient, voilà, c'est une approche théâtrale, je n'étais pas d'accord du tout. Justement, il y a cette question, la différence entre le théâtre filmé et la théâtralité de la mise en scène, qui est l'un des aspects de votre style. Justement, sur cette question de l'articulation entre le théâtre et le cinéma, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous la voyez dans votre œuvre? Oui, alors, moi, comme je disais tout à l'heure, il y a l'histoire des comédiens qui viennent du théâtre, etc. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, donc le théâtre m'a permis beaucoup ça, mais je trouve qu'il y a des choses cinématographiques qu'on peut emmener du théâtre et qu'on peut emmener du théâtre au cinéma, mais il y a beaucoup de choses qui ne passent pas au point de dire que le cinéma est beaucoup plus proche de la musique que du théâtre. Le cinéma est beaucoup plus proche de l'architecture que du théâtre. Et par exemple, pour revenir sur la Cerisay, quand on a travaillé sur la Cerisay, on a travaillé sans dire qu'on va faire un film. Donc on travaillait sur un espace, donc on était beaucoup plus proche du théâtre. Mais à un moment donné, quand cette idée m'a traversé l'esprit, je voyais très bien qu'il y avait des idées extraordinaires, mais qui étaient pour le théâtre. Je le vois, qui n'étaient pas des idées de cinéma, c'était des idées de théâtre. Au point qu'aujourd'hui, je me dis, j'aimerais bien, dans l'idéal, mettre en scène la Cerisay au théâtre avec toutes ces idées que j'ai écartées, parce que je savais que c'était des idées de théâtre et non pas des idées de cinéma. Et magnifique. Le film a d'ailleurs fait penser que Désert a été fait quelque part contre Jour d'été. Donc, Jour d'été, il est complètement huis clos. Donc, le Désert est basé sur ces grands espaces, filmés en plan large, même en scope, je crois. oui, exactement. Il y a Scope, Louis, ce film-là, et 3W, et 1000 mois. Et 1000 mois et Jour d'été. Jour d'été aussi, il est en scope, d'accord. Alors merci pour ça, je vais vous dire. Alors ça, oui. Alors quand j'ai fait ces projets, d'ailleurs sont proches dans le temps, une de mes motivations, c'était de dire comment filmer deux films qui se regardent comme ça en chien de faïence, des films différents, je veux dire, un film totalement en intérieur, un film totalement en extérieur, un film de dialogue qui est la Cerisay, un film de silence qui est là, et dire, mais attends, c'est vrai que c'est naturel que Désert soit en scope quelque part, c'est les grands espaces. Et je me dis, mais comment je peux utiliser le scope, qui est un format de maritime, si je peux dire ça. Comment faire de l'intime avec le scope aussi? Comment filmer l'intérieur avec le scope? C'était comment faire circuler des choses entre deux films qui sont diamétralement opposés et qui sont dans deux démarches totalement opposées. Et avec Jour d'été, je me crée presque une contrainte, moi qui adore filmer les extérieurs. Je me dis, bon voilà, comment faire de créer du mouvement de caméra, comment garder ma manière de faire, ma mise en scène. D'ailleurs, c'est très drôle quand on parle avec les gens qui travaillent avec moi, où personne ne s'attendait qu'on va arriver, encore une fois, on va arriver dans un tournage en intérieur de Jour d'été, avec de la grue qui filme voilà, des mouvements comme ça. Et on finit par que, si je peux me permettre, la grammaire cinématographique que j'utilise entrait dans un espace qui normalement ne devait pas l'accueillir. C'est devenu un film de mouvement, de chorégraphie, de travelling tout le temps, etc. Alors qu'on aurait été beaucoup plus dans la fixité parce qu'on était à l'intérieur. Mais je me suis refusé ça en partant de quelque chose où c'est une chorégraphie rythmée tout le temps, pour justement aussi faire éclater, si je peux dire, la fixité théâtrale. Parlons un peu de la présence des éléments dans vos films. C'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Donc le feu, il est présent dans tous vos longs métrages. J'ai vérifié. J'ai même fait attention pendant Désert, jusqu'à ce moment magnifique, je ne sais pas comment appeler ça en français, un menjuge, avec le appareil de tissage de papier prend feu. Le vent, bien sûr, très important dans la scène finale de Mort à vendre, parce que c'est le vent qui fait bouger l'arbre.
qui nous permet de comprendre que ce n'est pas l'image qui est figée, mais c'est Melek qui est dans une position figée. Donc c'est crucial pour cette scène finale. Bien sûr, l'eau, la terre elle est archi présente. Je pense à la scène finale de 3W, quand Kamel et Kanzak sont là, sont pleins, mélangés à la terre comme ça, le sang se mélange à la terre. Qu'est-ce qui apporte un petit peu les 4 éléments au cinéma? Ouais, alors, pour être très sincère, c'est totalement inconscient. C'est totalement inconscient. Peut-être est-ce qu'un début de réponse possible serait que il y a une particularité dans la ville où j'ai grandi, qui est une ville, mais où il y a beaucoup d'espace presque, où la nature est très présente. Donc je peux me dire que de souvenir, je suis comme un enfant qui a grandi dans une ville, mais qui a grandi aussi à la campagne, en fait. En tout cas, moi, j'ai le souvenir de ciel flamboyant, j'ai le souvenir de la terre, j'ai le souvenir de l'eau, en tout cas, de ce qui me reste de mon enfance. C'est pas forcément... Il y a la ville, mais c'est pas que la ville. Je suis pas un enfant que de l'urbanité. Je considère que je suis aussi un enfant de la terre. Donc peut-être que ça vient de là. Et encore une fois aussi, peut-être aussi cette dimension, quand on parle dans cette dimension, ce qu'on disait sur les personnages qui, face à eux-mêmes, face au tragique qui rattrape leur vie, peut-être qu'aussi l'arrivée des éléments de la nature participe à donner cette dimension un peu, on relie l'homme dans les films à l'univers, à mon avis, et au cosmos carrément. Je vois beaucoup de jeunes dans la salle et il serait intéressant de revenir quand même sur la période des courts-métrages, parce vous avez fait 3 courts-métrages et je trouve que c'est la meilleure expérience que j'ai vue, au moins dans le cinéma marocain, parce que c'est comme une trilogie à laquelle on ne peut rien ajouter ni retrancher. Et c'est des films qui se répandent aussi. Il y a comme ça Le Mur qui répond quelque part à La Falaise. Il y a un film très abouti qui est Trajet, que j'avais considéré comme une manière d'exercice pour le long métrage, parce qu'il y a une vraie narration avec un montage parallèle qui donne un petit peu les preuves de la maîtrise qu'on va toucher, expérimenter vraiment dans 1000 mois. Donc maintenant, avec le recul, comment vous voyez cette période-là des courts-métrages? Je ne vais pas vous demander de donner des conseils, mais justement des enseignements que vous en avez retirés. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est vrai que c'était la rencontre enfin avec le cinéma. Ça, ce qui me reste, c'est de dire enfin je tourne. Enfin je tourne. Je me souviens très bien de cette émotion-là. C'est vrai que bizarrement, c'est vrai que les films que j'ai fait après trouvent son origine dans ces 3 films. Je veux dire, la présence, encore une fois, de la nature, les personnages, l'archétype ou la profondeur, et chercher de l'humanité à l'intérieur de ça. L'approche aussi de mise en scène, l'approche cinématographique, c'est-à-dire que Le Mur est quasi dans l'expérimentation. D'ailleurs, c'est un film maintenant, depuis un moment, qui va même dans le circuit de l'art contemporain, qui est projeté dans des expos, etc. Et des gens m'avaient contacté croyant que je suis un vidéaste qui fait des vidéos d'art, etc. Donc lui, il est un peu à part. C'est vrai, sur Trajet, il y a une narration, c'est un film de 24 minutes, c'est un film de nuit, c'est un film de lumière, c'est un film totalement de nuit, qui venait aussi dans cette envie un peu de faire les choses contre les autres. C'est vrai que déjà c'est vrai, maintenant que vous ouvrez cette fenêtre, oui, déjà Trajet était contre la falaise en fait. La Falaise, film de jour, de lumière de jour, film en scope, film de grands espaces. Et Trajet est un film de l'enfermement en fait, parce que c'est 3 personnages enfermés dans un casa de nuit comme ça. Et ouais, donc du coup déjà, je crois, il y avait cette envie d'aller dans des chemins différents. Et quand arrive Le Mur, c'est vrai, il arrive totalement dans une autre démarche totale.
Les enseignements, ça je ne sais pas très, j'arrive pas. J'arrive pas à donner des conseils parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comme je ne crois pas à l'expérience, même quand j'ai fait ce que j'ai dit, les ateliers de direction d'acteurs, l'enseignement, ça n'a jamais été faites ceci ou faites cela. Ça a été regardez-moi travailler, prenez ce qui vous intéresse et jetez ce qui ne vous intéresse pas. Et donc voilà. Le premier film était en noir et blanc, donc votre premier geste cinématographique qui est la falaise, et vous n'êtes jamais revenu à cette esthétique-là. Pourquoi? Donc... Oui, parce que j'attends le film qui accueillerait le mieux le noir et blanc. Voilà, vraiment, et l'envie existe. L'envie de revenir au noir et blanc, depuis même la falaise. Je veux dire, mais je n'ai jamais eu à un moment donné l'idée de dire j'irai vers le noir et blanc. Cette question s'est posée parce que à un moment donné, en voulant trouver comment encore pousser le chavirement du film Désert dans sa deuxième partie, c'était revenu beaucoup dans la discussion avec le chef opérateur. Et puis j'ai eu peur que ce soit trop facile et trop marqué, trop maniériste, et donc j'ai laissé tomber. Donc voilà, mais l'idée m'accompagne, je me la pose, hein, vraiment, dans chaque film je me la pose, mais je n'ai pas trouvé qu'elle était justifiée et nécessaire. Donc il nous reste quelques minutes pour prendre vos remarques, vos questions. Donc je vais juste vous demander d'être le plus concis possible, s'il vous plaît. Donc c'est Mohamed Bayoud, ici, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je vais être rapide. Il y a une des scènes qui m'a marqué dans Désert, c'est que quand il y a dans le village avant le départ, quand il y a un moment où il y a les villageois qui sont chorégraphiés, qui partent, oui, qui reviennent, qui partent. Comment tu penses la foule? Comment tu réfléchis? Parce qu'il y a de la foule tout le temps dans tes films, que ça soit même dans même dans tes courts-métrages, toujours de la foule. Comment tu la penses? Est-ce que tu storyboardes? Comment tu mets en scène qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait avant d'arriver à... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que je considère quelque part le cinéma aussi proche de l'opéra. Ça, par exemple, vraiment, c'est comme un chœur d'opéra. J'aime beaucoup régler ça. Je trouve qu'il y a dans l'entrée dans le chant et la sortie dans le chant quelque chose d'extrêmement magique, qui peut-être aussi me vient du théâtre. Le théâtre, j'usais beaucoup de ça. On n'a pas beaucoup de... Il y a ça dans le théâtre. À quel moment tu fais rentrer quelqu'un, à quel moment... Je soigne beaucoup ça. Je trouve qu'il y a toujours même chez quelqu'un qui rentre dans une chambre, la possibilité de chorégraphier ce qu'il fait. Donc ça. Après, le travail se fait... moi, je fais pas de storyboard, je fais des dessins pour moi. Je ne suis pas un bon dessinateur. Donc ils sont presque pas lisibles, donc je ne les partage pas avec, je ne les donne pas aux techniciens, donc c'est pas un storyboard. Mais c'est vrai que moi, j'ai un journal de bord, pas un journal, j'ai un carnet, comme un carnet de bord comme ça, où je prévois comme ça. Et après, c'est dans ma tête en fait. Une fois, j'avais dit à un musicien que ta vie doit être compliquée parce que tu habites dans des immeubles, etc. Et tu dois composer, donc tu dois sûrement être dans des problèmes où les gens viennent te dire tu déranges parce que tu joues au piano, etc., pour composer. Et il m'a dit, bah, écoute, je vais te dire non parce que tu composes dans ta tête. Et je dis, ah oui, mais il a raison, mais moi, dans la mise en scène, c'est la même chose. C'est là, c'est dans ma tête, c'est là que je passe des heures à imaginer, et on revient à ce qu'on disait sur les lieux, sur les espaces. Ça, par exemple, voilà, c'est un espace que je découvre, que j'aime beaucoup, donc ça devient la maison du Bondy, et voilà, ils vont sortir, et là, une idée arrive, et je dis oui, voilà, et ça se construit, quoi. Voilà. بداية أريد أن أرحب بالمخرج العظيم فوزي بن سعيدي.
سؤالي لك هو ما هو إحساسك عند نجاح فيلم من إخراجك وما هو أقرب أفلامك السينمائية إلى قلبك؟ سأجيبك بالعربية إذن. أنا أفلامي مثل أحد سيختار بين أطفاله. لا يمكن أن تختار بين الأطفال، فكلهم قريبون إلى قلبي، وكل فيلم صنعته بحب وبشغف وبصدق كبير. والشيء الوحيد الذي يظل معي أنني يعني ليس هناك أي غش في الاشتغال. Je n'ai pas triché. Je suis resté fidèle à l'enfant que j'étais en fait. Okay, so like I said, I'm so sorry for this. A pleasure to be in your presence for the third time in my life. And I know I don't have time to fangirl over your cinematic cleverness and your wit, how you sugarcoat heavy subjects like social disparities, tragedies, death in such a burlesque twist, but also with a Sherlock Holmes attention to details, which I find revolutionary. My question is, was there ever a moment in your life where you felt like, okay, I can't discuss this theme, I can't make a movie about this theme because it's too complicated, too dangerous, too problematic, or probably it's going to drive my career into the abyss? And that's my question, and thank you. Okay, thank you. Non, j'ai jamais... Ça rejoint un peu... Vous comprenez le français, ça va? Ok. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à aucun moment je ne me suis interdit un sujet. À aucun moment je ne me suis dit ah non mais ce sujet attention, je vais sur un terrain glissant, ou à se dire oh là là, comme vous venez de dire, peut-être que par la construction de la carrière, je n'ai jamais été dans ce calcul-là. C'est la seule chose à la limite alors pour faire l'homme à qui on rend hommage, c'est la chose dont je suis fier, si je peux dire, c'est que je n'ai pas triché avec moi-même. J'ai toujours fait les films que j'avais envie de faire et je suis toujours allé là où je voulais y aller. Jamais je ne me suis censuré, ni sur le sujet, ni sur la forme non plus, parce que aussi on prend des risques avec la forme. Je ne vais jamais dire oh là là, attention. Fais attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Par exemple, quand on fait 1000 mois, si j'étais carriériste, on fait un peu... 1000 mois a été plutôt bien reçu, donc tu fais un peu un 1000 mois 2, et donc les gens disent « Ah, c'est lui », donc tu deviens identifié dans la planète cinéma, et ça, ça marche. Quand tu arrives avec What Wonderful World, des gens disent « Quel dommage, on l'aimait bien ». Heureusement que W est un film qui a aussi ses fans, si je peux dire. Il a bien vieilli. Oui, heureusement, et merci. Et donc du coup, voilà, mais je sais qu'arriver en 2006 du monde arabe avec un film comme ça, c'était quand même un ovni qui a dérouté les attentes, beaucoup. Les gens disent, même avec bienveillance, pourquoi il est allé là? Il a pris un risque énorme et... On ne s'attendait pas qu'un film comme notre cher Mohamed Bakarim, que je salue, qui est là, avait qualifié à l'époque de post-moderne. Et je crois qu'on était... Moi, je n'étais pas conscient de ça, mais les critiques servent à ça aussi, à mettre des mots sur des choses que nous, on n'a pas. Et c'est vrai, arriver à un truc de post-moderne, c'est comme si on n'avait pas la... On n'était pas autorisé, voilà. Moi, j'ai jamais senti... demander d'être autorisé. Donc, on ne se lâche jamais d'écouter Fawzi Ben Saidi parler cinéma, mais on est à court de temps.
Merci beaucoup, Merci à Fawzi, toi. pour la générosité de ton échange. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci. Merci, Merci. merci beaucoup.